Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, le brunch politique de Sud Radio. Au menu ce midi, Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Et puis comme chaque semaine, à 12h30, David Xavier Weiss sera avec nous pour son regard sur l'actu du dimanche midi. Et enfin, nous nous retrouverons avec Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, qui reviendra avec nous sur toute l'actualité du gouvernement. Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio 99.9 à Paris, 100.4 à Arcachon. Et avec nous, pour commencer ce brunch politique, Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Gilbert Collard, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va revenir sur la question Rome. Est-ce que le PS et l'UMP tentent de vous voler votre cheval de bataille, Gilbert Collard ? Écoutez, ce sont de vrais photocopieurs politiques. Hein. Jusqu'à présent, ils avaient des positions complètement hostiles aux thèses du Front National sur la question des Roms, et voilà que d'un coup, ils se convertissent. On entend M. Valls reprendre les propos qui nous valaient des poubelles d'anathème quand c'était Marine Le Pen ou moi-même qui les prononcions. On le voit soutenu par M. Leroux, par le maire de Lyon, par le maire de Lille. Les problèmes se posent à Roubaix, à Aubervilliers, dans le Gard, un peu partout. Vous devriez être satisfait qu'aujourd'hui il y ait consensus sur la question Rome. Il n'y a pas consensus, parce que quand même, ce pauvre Emmanuel Valls est couvert de bleu que lui donnent les Verts, et M. Montebourg lui taille quand même une marinière, hein, au point que M. Valls s'écrie « c'est insupportable ». Quel gouvernement, quel désordre. Bon, alors, on a l'impression que il y a le bon, la brute et les menteurs. Hein. Parce que d'un côté, M. Valls nous dit qu'il faut régler le problème des Roms, de l'autre, il naturalise d'une façon absolument ouverte. Bon, moi, j'ai envie de dire ce que je pense. Tant pis, hein, si ça choque. Mais je crois qu'à l'exemple de Mme Voynet, il se constitue un électorat captif. Comme ils ont perdu complètement la classe ouvrière pour la raison qu'ils l'ont complètement massacré, ils essayent maintenant d'avoir un électorat de réserve. On sait qu'au bout d'un certain temps de présence, les citoyens européens peuvent voter au municipal. Voilà, ils font payer le prix d'un pactole électoral à une population qui n'en peut plus. Alors ce qui est quand même paradoxal sur la question des Roms, si vous permettez, c'est que on entend Mme Vallaud-Belkacem, la porte-parole de la langue de bois du gouvernement, fouiller dans les copeaux pour nous dire que les Roms sont discriminés en Roumanie. Mais quand même, on a admis au sein de l'Union européenne un pays qui serait discriminateur. C'est le comble. On a doté quand même à hauteur de 50 milliards d'euros la Roumanie qui peut puiser des fonds. Elle n'en a utilisé que 2,2 milliards. Pourquoi ? Alors, pour quelle raison on a laissé... Si elle en avait utilisé plus, vous l'auriez dénoncé. Ah non, pas du tout, non, puisque les fonds sont là. Hein. Donc j'aurais simplement dit que la Roumanie cherchait à régler le problème plutôt que de nous le refiler. Mais on en est là, quoi. Que ce soit la Bulgarie ou la Roumanie, ils ont l'amabilité de nous passer leurs problèmes, et nous, dans la situation économique où l'on est, dramatique, hein, avec les destructions d'emplois qu'on connaît, l'insécurité qu'on connaît, on doit, en plus de nos misères, assumer des misères qui ne sont pas les nôtres. Toujours est-il que pour le moment, ces Roms séjournent de manière irrégulière, illégalement sur le territoire français. Au 1er janvier 2014, la Roumanie et la Bulgarie pourraient rentrer dans l'espace Schengen. C'est ce que répète d'ailleurs régulièrement Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes inquiet, Gilbert Collard ? Mais oui, je suis inquiet, parce que on a ouvert, par tous les traités qui ont été signés, à la fois par l'UMP et par le PS, nos frontières. Parce que vous qui êtes un homme de droit, Gilbert Collard, vous devez savoir qu'il faut l'unanimité encore. Absolument, absolument. Donc il n'est pas dit que... mais qu'ils entrent ou qu'ils n'entrent pas dans l'espace Schengen comme ils sont citoyens européens, le seul problème, ce sera qu'ils passeront par un guichet plutôt que par un autre pour arriver. Donc on n'a aucun moyen, finalement, de contrecarrer cette arrivée massive d'hommes et de femmes qui vivent en Roumanie comme ils vivent en France et qui viennent ici quand même utiliser la manne sociale, hein, qui doit être mise en parallèle avec le déficit de la sécurité sociale, le délabrement de nos hôpitaux, le drame de nos finances publiques, etc., etc. Chose que les citoyens français, d'où qu'ils viennent du reste, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de distinction opérée, hein, d'où qu'ils viennent, hein,
quelle que soit la couleur de leur peau, la couleur de leur vie, ils sont français. Bon, et c'est eux qui payent. Hein, on a fait le calcul que chaque citoyen devrait à peu près, compte tenu de la contribution européenne, 30 000 euros par an, ce qui est énorme. Mais est-ce que c'est pas ça, justement, le fameux pacte républicain dont parle Cécile Duflot lorsqu'elle déclare que Manuel Valls met en danger le pacte républicain aujourd'hui? Mais non, mais d'abord, le pacte républicain, c'est ça ne fait pas partie des traditions de la France. Mais faut-il encore pouvoir? Vous comprenez, si on pouvait se nourrir de mots, si on pouvait construire une maison avec la truelle des mots, si on pouvait aider les personnes françaises, d'où qu'elles viennent, défavorisées avec la truelle des mots, ça serait bien. Mais il faut quand même tenir compte de notre situation économique. Je vais être simple, hein. Si on avait une fortune, si on avait des finances saines, si on n'avait pas des chômeurs, mais qu'on accueille le monde entier, pourquoi pas? Et puis, que tous ceux qui veulent absolument que les Roms soient installés ici, qu'ils les prennent dans leur propriété. Hein. On a plein de militants qui ont de très belles maisons avec des propriétés. Ben, on n'a qu'à installer des camps chez eux, finalement. Hein. Bon, ils n'ont qu'à donner l'exemple. On devrait répertorier chaque fois qu'un bon cœur... Hein, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de mieux les intégrer plutôt? Mais le problème, c'est que le problème, c'est que moi, très franchement, je trouve odieuse cette manière de racialiser le problème, tel que la gauche le fait, puisque c'est elle qui parle des Roms. Moi, qui sois Rome, Auvergnat, et je respecte beaucoup les Auvergnats, qui n'aillent pas y voir insulte, hein, ou peu importe, Berrichon, j'en sais rien. S'ils foutaient le bordel, c'est pas le fait qu'il soit Berrichon ou Auvergnat qui me dérangerait, c'est le fait qu'il foute le bordel. Vous êtes socialiste d'être raciste. Mais il racialise le problème, puisqu'il est constamment en train de dire on stigmatise les Roms. Non, c'est pas le problème des Roms en tant que Roms, c'est le problème du mode de vie des Roms, comme ça serait le problème des modes de vie des Auvergnats, des Berrichons, s'ils ne pouvaient s'installer que dans des campements illégaux et qui créent le trouble. À Marseille, ce sont les riverains qui ont décidé de chasser le campement. Il y avait également un parking. Il a fallu que la police intervienne parce que les riverains n'en pouvaient plus. Le parking était aux mains des Roms. C'est quand même, je veux dire qu'il y a un moment donné où il faut cesser de payer de mots la réalité, parce que la réalité, elle ne se règle pas par des mots, elle se règle par des solutions. Or, enfin, le parking a été aux mains des Roms avant d'être tenu par des jeunes de quartier également. La vie est belle, hein. Voilà, oui, continue à énumérer, voilà. Donc il n'a pas été tenu. Non, il n'a pas. Voilà, vous avez tout à fait raison. Les Roms ont réussi à virer les autres pour prendre la place. Vous avez raison. Hubert Collard, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Alors la fin de l'aide au retour, ça fait des années que le Front National le demande, le Parti socialiste l'a fait. Enfin, il a diminué le montant. Diminué 50 euros. Il a diminué le montant, donc il a encore là appliqué une de nos idées sans l'appliquer totalement. Nous ne pouvons pas nous plaindre, nous, que nos idées soient reprises, que ce soit par la gauche ou par la droite. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que depuis le temps qu'ils ont le pouvoir, et depuis le temps que nous les alertons, ils auraient quand même pu prendre des dispositions. Et qu'il faut que la population fasse entendre son mécontentement et qu'elle se rapproche de nous pour qu'ils se décident un peu, pas beaucoup, hein, à agir. Parce que franchement, M. Valls, il fait figure de bibelot sonore, hein. Il est affublé de menottes en caoutchouc. Bon, dans le réel, hein, ces zones prioritaires de sécurité, elles sont inefficaces, on s'en rend bien compte. Bon, donc, c'est le gouvernement du blabla, voilà. Bon. Gilbert Collard, on se retrouve tout de suite après la pause. Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio 99.9 à Paris, 101.4 à Toulouse. Toujours avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine. Gilbert Collard, on a beaucoup parlé des Roms. On va parler de Marseille, le buraliste de Marseille. Ça a été un soulagement pour vous d'apprendre que le procureur a reconnu la légitime défense? Oui, parce que pour une fois, on applique les textes et non pas l'idéologie. Cet homme est dans le cadre juridique de la légitime défense. Mais il y a aussi la contrainte morale quand il n'y a pas la légitime défense. Les juristes se gardent bien d'en parler, notamment dans le cas du bijoutier de Nice.
Moi, je pense que cet homme, s'il n'a pas agi dans le cadre rigoureux de la définition légale de la légitime défense, il a agi sous une contrainte morale qu'on peut analyser au fait qu'il a été agressé, frappé, menacé, et qu'il devait être, on peut l'admettre, dans une espèce de tempête émotionnelle qui a complètement obnubilé sa liberté de décision. Gilbert Collard, ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule manière de se protéger, c'est d'avoir une arme chez soi ? Oh non, la seule manière de se protéger, c'est d'avoir un État qui protège. Parce que, finalement, ce que vous énumérez là, c'est la carence de l'État. Si l'État assurait la sécurité, les citoyens n'auraient pas le souci qu'on doit combattre, de s'armer. Mais faute d'être protégés, comment peuvent-ils faire ? La question, elle est là. C'est l'État qui doit assurer la sécurité des citoyens. Qu'est-ce que vous préconisez dans les médias ? Je crois qu'il faut du courage. Je crois qu'il faut cesser de vouloir acheter la paix sociale. Mais pour tous ces commerçants qui se sentent menacés, est-ce qu'ils ont raison d'avoir une arme chez eux ? Je peux pas, moi, en tant que juriste de vieille formation, considérer que le port d'armes est une solution. Mais quand on s'est fait attaquer 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a la peur. La peur, ça existe. Alors, bien sûr, les philosophes des beaux quartiers ne connaissent pas la peur. Alors, si on introduit dans l'analyse la dimension de la peur, des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer, du bilan qu'il faut parfois déposer, des coûts qui sont reçus, on peut comprendre que ces gens-là aient peur, et je respecte leur peur. Mais un État dans lequel les hommes et les femmes ont peur est un État qui a démissionné. Et c'est le cas aujourd'hui. Parce que M. Valls, malgré toutes ses rodomontades et son doigt pointé, il ne fait rien. Hein, la délinquance, elle est là. Il y a tout de même les zones de sécurité prioritaires. Oui, mais regardez dans le Gard. Ça n'a pas empêché à Saint-Gilles récemment plusieurs braquages. À Marseille, c'est pas la police qui intervient, ce sont les pompes funèbres. Bon, on est bien obligé de se rendre compte qu'un peu partout, et je ne cite pas tous les exemples, la police n'a pas les moyens d'agir. Hein. D'abord, je crois qu'elle n'a pas les chefs qui devraient être à la hauteur. Et il y a un problème au niveau des préfets ? Il y a un problème au niveau des préfets. Quand vous pensez que le préfet du Gard organise une table ronde sur les Roms et qu'il ne nous invite pas, nous, Front National, ça en dit long quand même sur la démocratie d'aujourd'hui. Bon. Donc il y a vraiment une volonté de préserver un électorat. C'est ça le vrai problème. C'est que la gauche se constitue un électorat dans des conditions qui mettent en péril la paix sociale des riverains, des voisins, des maires. Les maires n'en peuvent plus. La seule qui ravit, c'est Notre-Dame de Lourdes, Madame Voynet, quoi, qui trouve que sa mairie est un idéal, mais elle ne peut pas masquer les difficultés que sa municipalité rencontre aussi et qu'elle tait. Gilbert Collard, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Vous parlez des maires, on va parler d'une réforme qui les concerne tout particulièrement, la réforme des rythmes scolaires, car c'est à eux de les appliquer dans leur ville. Cette réforme des rythmes scolaires, c'est la semaine de 4 jours et demi. Et la polémique continue cette semaine sur fond d'élections municipales dans moins de 6 mois. C'est un vrai problème pour les Français, selon vous, cette réforme des rythmes scolaires ? Je voudrais que vous me pardonniez la liberté de cette phrase, hein, elle n'est pas volontairement polémique, mais avec le désordre dans lequel on est, j'oserais dire le bordel, pourquoi en rajouter, hein ? Pourquoi en rajouter ? Bon, cette réforme perturbe toutes les mairies, désorganise des mairies qui ont déjà des problèmes colossaux. Bon, on a l'impression que c'est... Selon certains pédopsychiatres, ce serait meilleur pour l'équilibre de l'enfant. Oui, comme d'autres pédopsychiatres disent le contraire, mais dans un pays qui est en plein désordre, n'ajoutons pas du désordre. Essayons de régler les problèmes qui se posent, et puis envisageons après, dans le temps, calmement, les solutions qu'on pourrait trouver. Mais avait-on besoin de cette réforme maintenant ? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'était primordial ? Est-ce que, dans la désorganisation de la France, c'était une réforme qu'il fallait planter maintenant ? Non. Il fallait essayer, au contraire, de... Mais les maires doivent l'appliquer, cette réforme ? Selon vous ? Mais les maires doivent l'appliquer s'ils peuvent l'appliquer, puisque c'est une décision gouvernementale, hein. Mais c'est quasiment impossible pour eux. Gilbert Collard, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Vous allez être candidat à Saint-Gilles, a priori c'est ce qui fuite un peu partout. Pourquoi Saint-Gilles ? Alors, je n'ai pas encore arrêté ma décision. J'ai le choix, pour des raisons politiques,
entre me présenter à Saint-Gilles ou me présenter au Grau-du-Roi. Ce sont deux villes qui ont besoin d'un maire Rassemblement Bleu Marine, Front National. Le choix politique de Marine, qui est quand même la patronne, c'est Marine Le Pen qui va décider, et que j'aille au Grau-du-Roi. Bon, moi, pour des raisons de combat, j'envisageais d'aller à Saint-Gilles, parce que c'est une municipalité pas difficile à prendre, hein, bien au contraire, hein, mais qui a besoin qu'on y aille. Alors, à l'heure actuelle, on cherche et on trouve des hommes qui seraient capables soit d'aller à Saint-Gilles, soit d'aller au Grau-du-Roi. C'est en fonction des têtes de liste que nous allons trouver que j'opérerai ma décision. Mais je suis quand même obligé de respecter les consignes de Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui tranchera dans tout le cas. C'est Marine Le Pen qui tranchera. Vous comptez gagner combien de villes avec ces municipales, Gilbert Collard ? Moi, je pense qu'on peut en gagner. C'est mon avis personnel. Hein, c'est pas l'avis du Front. C'est pas l'avis. Moi, je pense qu'on peut gagner une centaine de villes. Une centaine de villes ? Moi, je pense, mais c'est mon opinion personnelle. Hein. Si vous en gagnez moins, ce sera un échec pour le Front National ? Non, pour nous, rien. Compte tenu des difficultés du. Mais ça, encore une fois, c'est une opinion tout à fait personnelle. Elle n'engage que moi. Hein. C'est pas l'avis de Marine. Mais je pense que on peut y arriver. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Nous cheminons. On surmonte les obstacles, on surmonte les insultes, on surmonte les conférences de presse, où un journaliste, le rédacteur en chef de la Gazette du Midi, se permet de dire qu'on est un parti raciste, en pleine conférence de presse, où un journaliste du Midi Libre se permet de s'écrier « Ah, Collard fait son show ». C'est ça les conférences de presse que nous vivons, vous voyez. Bon, on se bat. Donc, c'est dans ce contexte difficile qui nous plaît, parce que ça montre au moins que nous, on n'est pas là pour la gamelle. On est là pour le combat, parce qu'on n'a que des coups à gagner. Mais on espère bien, pour reconstruire l'image de la France, gagner de nombreuses municipalités. Gilbert Collard, juste après les municipales, ce sera les européennes. Actuellement, vous avez 3 députés sur les 72 députés européens. Vous comptez sur une vague bleu marine pour les européennes ? Je crois que la vague bleu marine, elle est là, hein, et elle s'exprimera aux municipales, elle s'exprimera aux européennes. Au détriment de qui, aujourd'hui ? À l'avantage de qui, dites plutôt ? Parce que ça, c'est politicard comme question. Hein. C'est à l'avantage de la France. Hein. Peu importe que ce soit au détriment du PS ou de son allié objectif, l'UMP. Hein. C'est important pour les jeux électoraux. C'est important oui, bien sûr, vous avez suite. raison, mais on verra par la suite. Hein, mais pour l'instant, notre but, c'est pas de faire perdre l'UMP ou de faire perdre le PS, c'est de gagner. Alors, peu importe qu'on gagne contre le PS ou qu'on gagne contre l'UMP ou l'UMPS, parfois, l'important, c'est de gagner. Aujourd'hui, vous bénéficiez particulièrement de la mauvaise cote de popularité du président de la République ? Ça, je crois que c'est une évidence. Hein. Et puis surtout, on bénéficie, mais on l'a pas demandé, on l'a pas fabriqué. Hein. On bénéficie de la situation qui est catastrophique. On ne va pas reprocher aux médecins la maladie du malade. Hein. Parce que Gilbert Collard, selon un sondage BVA pour l'Express, 63% des électeurs de l'UMP préfèrent Marine Le Pen à François Hollande. Oui, c'est évident, oui, bien sûr. On les comprend. Et je pense même qu'il y a beaucoup de socialistes qui se posent des questions aujourd'hui. Parce qu'ils voient l'état de la France, ils voient l'état de leurs finances. Ils ont pris en pleine tête la feuille d'impôt. Ils se rendent compte que l'aide médicale d'État est maintenue. Alors que moi, j'en avais demandé la suppression et que M. Copé avait voté contre. Après avoir dit qu'il fallait la supprimer. Ils se rendent compte que les emplois sont détruits. Ils se rendent compte que l'immigration, avec tout le respect que j'ai pour les hommes et les femmes qui sont dans cette catégorie, hein, n'est pas régulée, et que les naturalisations se multiplient, et que les titres de séjour sont délivrés dans des conditions absolument absurdes, alors même que David Cameron propose, lui, vous me direz, il fait de la politique, lui, il ne fait pas de la querelle dans un gouvernement, de renégocier les traités européens. C'est passé inaperçu. Moi, j'ai essayé de poser une question à l'Assemblée là-dessus. Comme j'ai dépassé de 3 secondes, on m'a coupé le sifflet. Mais enfin, comme à chacun des députés. Comme à chacun des députés, c'est la règle. Non, mais là, on est d'accord. Hein, je ne crie pas la censure. La règle, c'est la règle. Bon, enfin, Fabius, qui jouait les sourds, a parfaitement entendu ma question. Bon, du reste, il y a répondu. Hein. Cameron veut sortir
des traités européens, il veut les renégocier, il veut même renégocier la Convention européenne des droits de l'homme, il veut même faire un référendum. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Est-ce qu'on va rejoindre cette résistance populaire initiée aujourd'hui par l'Angleterre, ou est-ce qu'on va continuer à subir les insultes, les leçons de Mme Reding, bureaucratique, technocratique, qui vient nous dire comment on doit se comporter? Elle est professeure, elle, de la chaire de morale universelle des droits de l'homme, elle donne des leçons à la France, alors qu'on est l'un des premiers contributeurs. C'est quand même une perte totale de souveraineté dans laquelle on est aujourd'hui humilié. C'est quand même curieux qu'un parti qui lutte contre l'Union européenne se présente à des élections européennes, Gilbert Collard. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Ça s'appelle le cheval de Troie. Donc, on n'a pas de raison de ne pas aller à l'intérieur de la citadelle pour s'y battre. On se bat mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc Marine Le Pen est un cheval de Troie à Bruxelles. C'est un cheval de Troie qui se démultiplie. Merci. Et elle est bonne cavalière. Hein. Merci à vous, Gilbert Collard, d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce brunch politique. Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin. Sud Radio 99.9 à Paris, 106 à Bordeaux. Et pour la suite du brunch politique, la ministre de la Famille est avec nous, Dominique Bertinotti. Dominique Bertinotti, bonjour. Bonjour. Également avec nous, David Xavier Weiss, notre chroniqueur politique. Bonjour David. Bonjour Louis. Et cette semaine, on commence ce regard sur l'actu avec le manque d'autorité de François Hollande. Oui, il y a eu le manque d'autorité de François Hollande, le retour d'autorité de Jean-Marc Ayrault qui a essayé de revenir dans le centre en demandant à ses ministres de faire valider leurs interviews, de faire valider leur passage média. Tout ça donne un petit peu un sentiment de manque d'autorité, et c'est là-dessus que surfe finalement Marine Le Pen, qui est devenue la personnalité préférée des Français à droite, ce qui peut inquiéter effectivement la droite en premier lieu, mais également la gauche, parce qu'à l'aube des élections municipales et régionales, le score du Front National risque d'être assez élevé, voire le plus élevé dans certaines régions de France. Le Front National pourrait être le premier parti de France, notamment au PACA. Alors Dominique Bertinotti, vous allez avoir l'occasion de réagir bien évidemment dans cette chronique dans quelques instants. David Xavier Weiss, deuxième sujet que vous souhaitiez évoquer avec nous, les États-Unis, avec des élus qui sont responsables selon vous. Responsables ou irresponsables plutôt, parce qu'en fait, quand on voit qu'il y a un désaccord entre les républicains et les démocrates, finalement entre la droite et la gauche en France, ils ont mis au chômage plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, qui eux ne sont en rien responsables à la vie politique de leur pays, qui n'ont pas pris leur carte dans un parti. En France, ça paraîtrait complètement impensable. En France, lorsqu'il y a eu, en 1998, dans des élections régionales, il y avait par exemple des majorités relatives, puisque pour éviter que le Front National participe à la vie de certaines instances, la droite et la gauche arrivaient à présenter des budgets et à s'entendre sur des budgets sans pour autant pénaliser les investissements publics ou pénaliser les fonctionnaires. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en France, même lorsqu'il y a des débats sur la réduction d'un fonctionnaire sur deux, on espère toujours que ce ne soit pas le fonctionnaire qui bosse et pas celui qui regarde, mais non, c'était taquin. Mais les fonctionnaires qui nous écoutent vont pas aimer. Non, mais c'était taquin. Mais en revanche, il y a toujours un esprit républicain et un esprit justement de responsabilité de la part de la droite et de la gauche. Finalement, nos élus qu'on critique souvent sont beaucoup plus responsables en France qu'aux États-Unis. Dominique Bertinotti, une réaction sur le regard sur l'actu de David Xavier Weiss ? Je crois que la chose la plus importante qui a été évoquée, c'est effectivement le risque potentiel d'un score qui serait un score élevé du Front National aux prochaines élections. Parce que je crois, je peux entendre tout à fait les interrogations, les doutes, le scepticisme d'un certain nombre de nos concitoyens, la méfiance qu'ils peuvent avoir à l'égard des partis traditionnels. Et pourtant, je ne cesserai de leur dire que le Front National apporte de mauvaises réponses. Donc que les interrogations soient légitimes, que la période soit complexe et difficile, il ne faut pas céder à des sirènes qui sont avant tout des sirènes populistes. Vendredi, par exemple, on a appris avec un nouveau sondage TNS Sofres pour le Figaro Magazine que la cote d'avenir de Marine Le Pen est en hausse. Elle devient la troisième personnalité que les Français souhaiteraient voir jouer un rôle important dans les prochains mois. Est-ce que finalement ce n'est pas la conséquence des déclarations de Manuel Valls ?
Non, je pense que la montée, au moins dans les sondages du Front National, s'explique par un contexte de crise économique et d'une très grande défiance chez les Français sur leur avenir et sur l'avenir de leurs enfants. Et tant que nous serons dans cette situation de crise économique qui renvoie aussi à des crises de certaines valeurs. Aujourd'hui, expliquer à un jeune qu'il faut avoir des diplômes, mais il n'est pas assuré d'avoir un travail. On comprend l'extrême doute qui peut s'emparer. Moi, je dis très clairement, et le gouvernement dit très clairement, qu'il faut pas céder à ce climat de défiance. Qu'au contraire, oui, la période est dure. Oui, des efforts sont demandés. Nous essayons de le faire dans la plus grande justice. Et je pourrais l'illustrer, par exemple, sur un sujet qui m'est cher, sur la politique familiale. Oui, mais en même temps, il y a des embellis. Le chômage des jeunes est en train de régresser. Et nous donnons rendez-vous à la fin de l'année. Et s'il y a inversion de la courbe du chômage, c'est que la croissance est en passe de repartir et qu'il y a justement des perspectives d'avenir. Donc il faut qu'ils entendent ce message d'avenir, même si aujourd'hui c'est difficile. Est-ce que la cacophonie à l'UMP, enfin le désordre ambiant depuis un an à l'UMP, vous inquiète? Alors non pas en tant que vous, responsable socialiste, mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une des causes de la montée du Front National? C'est que lorsqu'il y a à droite, dans la droite républicaine, un certain désordre, un manque d'autorité, finalement, est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen qui en bénéficie avec un apport de voix d'électeurs classiques du RPR qui se retrouvent aujourd'hui au FN? Vous avez raison à chaque fois, de toute façon, que les partis politiques traditionnels se livrent à des batailles internes. Cela éloigne nos concitoyens de la politique. Et c'est toujours catastrophique. Nous avons, moi je le vois au travers des questions d'actualité le mardi, le mercredi, une opposition qui est une opposition avant tout destructrice, qui n'a aucune force de proposition, qui est livrée justement à des divisions internes profondes. Et donc, il faut que nous soyons tous responsables, hommes et femmes politiques, quel que soit notre bord, sur le fait que c'est avant tout parler des Français, des problèmes des Français, des solutions que nous entendons leur apporter. Nous n'avons pas de remède miracle, mais nous avons, en tout cas à gauche, la volonté de mener une politique qui réduise les déficits, car aujourd'hui, tout ce qu'on consacre au paiement de la dette, c'est autant d'argent qui n'est pas consacré au développement des services publics et donc des services à nos concitoyens. C'est de cela dont il faut parler et non pas effectivement l'étalage de ces divisions était très destructeur pour notre démocratie. Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Et pour réduire la dette, il faut de la croissance. Et pour avoir de la croissance, certains sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Tout est en train d'être remis en question sur cette problématique. Est-ce que ça vous paraît normal que des gens veuillent travailler le dimanche, Dominique Bertinotti ? Vous savez, il faut savoir au fond quelle est l'histoire du repos dominical. Le repos dominical, c'est une belle conquête sociale de la part de travailleurs qui travaillaient 7 jours sur 7 et des journées de travail fort longues. Donc le fait qu'il y ait repos dominical, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un jour de repos, de loisir, c'est fondamental. Sur ce principe-là, il faut être intransigeant. Mais on peut laisser la liberté du jour. Il faut vraiment qu'on ait la volonté de la part des entreprises, de la part des syndicats, d'assurer à la fois pour chaque salarié la possibilité d'avoir ces jours de repos qui sont des jours indispensables. En même temps, il faut bien entendre l'évolution, en particulier dans la région parisienne, des rythmes de travail et des rythmes de vie de nos concitoyens et de savoir adapter. Il ne faudrait pas que le travail, le
dimanche, soit le moins 10 ans. C'est-à-dire que finalement, on rende obligatoire pour les salariés le travail le dimanche, que dans certains cas, il est payé exactement la même chose que les autres jours. Bon, nous avons besoin d'une modernisation de notre droit social en la matière. Il faut que, aussi bien du côté syndicat que du côté patronal, il y ait en même temps la ferme détermination à ce que, alors nous on appelle ça le repos dominical parce que ça a lieu le dimanche, mais soit un principe intangible. Alors le repos hebdomadaire, oui. Le repos hebdomadaire. Mais voilà, une évolution du travail dominical est possible. Aujourd'hui, un salarié qui travaille le dimanche et un jour de récupération est payé 25%. Ça dépend. Supplémentaire. Vous avez aujourd'hui des salariés qui travaillent le dimanche et qui sont payés de la même façon que n'importe quel autre jour. Donc vous voyez bien qu'on a besoin d'une harmonisation, d'une mise à plat et certainement d'une révision d'une loi qui a été votée, je crois, en 2011 et qui finalement est très confuse et qui crée les situations d'aujourd'hui où on ne sait pas très bien qui est autorisé, qui n'est pas autorisé, dans quelles conditions. Donc c'est l'objectif du gouvernement que de remettre à plat et effectivement de regarder, parce que si vous voulez, il faut voir là où c'est indispensable. Mon collègue ministre du Travail explique que peut-être à Argenton-sur-Creuse, le travail le dimanche ne s'impose pas. C'est vrai qu'en région parisienne, avec les temps de transport qui sont imposés aux salariés, comment effectivement effectuer un certain nombre d'achats, si ce n'est quelquefois, malheureusement, j'ai envie de dire, le dimanche. Ou après 21h, parce que le débat aussi se pose pour les surfaces. Je veux dire, la réflexion ne doit... Je permets de dire, parce que la réflexion ne doit pas être la porte ouverte à aussi des facilités, je dirais des commodités pour l'entreprise. En tout cas, il faut qu'il y ait le respect du travailleur et en même temps l'adaptation à des nouveaux rythmes de vie. Dominique Bertinotti, vous nous confirmez aujourd'hui que le gouvernement souhaite légiférer sur la question ? En tout cas, il a mobilisé un groupe de travail pour examiner les propositions et les propositions seront le fruit d'une concertation. Lorsque 71% des Français disent qu'ils sont d'accord pour travailler le dimanche, ils sont payés plus, ça vous parle ? Mais bien sûr. Vous savez, moi j'ai été maire pendant 11 ans d'un arrondissement dans lequel il y a une vie très forte le dimanche, donc une vie économique. Et donc, moi j'ai été véritablement confrontée au quotidien sur cette interrogation. Mais je sais aussi qu'il ne faut pas, par exemple, sur un certain nombre de boutiques, les voir forcément ouvertes 7 jours sur 7, sur des horaires qui deviennent de plus en plus amples. Et on se demande où sont après les garanties pour les salariés. Il faut que ça reste de l'ordre du libre choix, de la chose bien pensée et que ça ne soit pas destructeur de la vie familiale. Dominique Bertinotti, on fait une courte pause, on se retrouve tout de suite après pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Jusqu'à 13h, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyse. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio 99.9 à Paris. Vous nous écoutez aussi sur le 101.4 à Toulouse. On est toujours avec Dominique Bertinotti, ministre de la Famille. Dominique Bertinotti, vous souhaitez créer un statut spécial pour les 16-18 ans, une sorte de pré-majorité. Concrètement, qu'est-ce que ça changerait ? Eh bien, quand on regarde l'état du droit aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un droit qui est très épars. Vous avez une majorité sexuelle à 15 ans, vous pouvez commencer à travailler à 16 ans, vous pouvez vous engager dans l'armée à 17 ans. Et dans le même temps, vous ne pouvez pas créer une association, vous n'avez pas votre mot à dire sur votre orientation scolaire ou professionnelle. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des droits, il y a aussi des devoirs qui sont imposés aux jeunes et en même temps c'est comme si on ne les considérait pas comme déjà, j'ai envie de dire, des pré-citoyens à part entière. Donc l'idée d'un statut de pré-majorité, c'est déjà de donner de la visibilité, de la cohérence à l'ensemble de ces droits, de s'interroger s'il ne faut pas de nouveaux droits, de voir aussi si les jeunes sont informés. Aller dans la rue et demander à un jeune de 16 ans quels sont tes
ces droits aujourd'hui, je pense qu'il ne vous en citera pas beaucoup. Je vais prendre un autre exemple. On peut travailler à 16 ans, mais on ne peut pas passer son permis à 16 ans. Or, on sait qu'il y a des emplois qui nécessitent d'avoir le permis de conduire. Donc voilà. Vous souhaiteriez que ce soit le cas à l'avenir ? Ça fait partie des propositions, et l'idée, c'est pas de dire on saupoudre de mesures, mais on donne une vraie cohérence. Donc on met l'idée d'un statut. Et vous iriez jusqu'au droit de vote aux élections locales? Alors, ça fait partie des pistes, parce que au fond, on bascule du jour au lendemain du statut de mineur au statut de majeur. Moi, je crois qu'il peut y avoir des étapes qui constituent un véritable apprentissage de la citoyenneté. Au fond, on veut des citoyens qui aillent voter, qui soient informés. Pourquoi ne pas commencer cet apprentissage de la citoyenneté entre 16 et 18 ans. Ça peut prendre des formes diverses. Ça peut être l'instauration de conseils de jeunes consultatifs auprès des conseils municipaux. Ça peut être... Ce qui existe déjà à Paris. Oui, mais qui n'est pas généralisé, qui n'est pas formalisé, qui repose sur, au fond, la bonne volonté des communes. On peut imaginer de rendre aussi le vote facultatif. Des pays comme le Brésil l'ont fait. L'Autriche a accordé le droit de vote à 16 ans. Donc ça fait partie de l'interrogation. On peut pas vouloir à la fois dire aux jeunes il faut que vous soyez responsables et en même temps les maintenir dans un état où quelquefois on ne leur reconnaît pas leur vraie citoyenneté. Alors évidemment, l'opposition vous accuse de vouloir faire une réforme à visée électorale. Est-ce que c'est le cas ? La réforme ne sera absolument pas ni présentée, ni votée avant les élections municipales et peut-être même pas européennes. Mais on n'est pas obligé d'avoir, quand on fait de la politique, les yeux rivés sur les élections. On peut estimer qu'on travaille aussi pour faire évoluer la société, pour la changer ou pour l'accompagner. Non, mais on sait tout de même qu'une majorité de jeunes... Nous avons la volonté de dire que nous misons beaucoup sur la jeunesse car c'est notre avenir. Eh bien, c'est peut-être un autre regard sur la jeunesse qui est apporté, un regard de responsabilité. Donc concrètement, ça voudrait dire tout aligner à 16 ans aujourd'hui de ce qu'il est possible de faire soit à 15 ou à 17 ? Nous avons mis en place un groupe d'experts sous l'autorité de Jean-Pierre Rosenweg et qui est en train d'examiner plus généralement ce que sont les droits des enfants. On sait qu'il y a des âges, il y a ce qui se passe avant 13 ans, il y a ce qui se passe de 13 à 16 ans, et puis il y a ce qui se passe notamment de 16 en à matière 18 de justice, notamment. Exactement. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de devoirs en matière de justice. Je rappelle qu'avant 18 ans, on peut être condamné à perpétuité. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence qui soit faite entre ce qui existe déjà et puis dire aux jeunes, moi j'ai une grande confiance dans les jeunes. Alors peut-être par mon ancien métier, peut-être aussi parce que je pense que véritablement ce sont des pré-citoyens à part entière et que nous avons fait souvent un droit qui a été fait par des adultes et on pense... Le bien-être des jeunes, ça serait peut-être bien d'entendre les jeunes. Est-ce que vous pourriez autoriser la création d'associations et surtout d'entreprises pour les jeunes dès 16 ans, de certaines entreprises ? Ça fait partie, effectivement, des pistes de réflexion, puisqu'on voit bien qu'on a des niveaux différents déjà dans le droit et que les jeunes n'en sont pas conscients. Ils ont il y a peu d'informations sur leurs droits. Il y a très peu d'informations, exactement. D'où l'idée peut-être de réfléchir à ce qu'on appelle pour l'instant un passeport de la citoyenneté qu'ils auraient à partir de l'âge de 15 ans ou 16 ans. Dominique Bertinotti, ministre de la Famille, toujours avec nous dans le brunch politique sur Sud Radio. Concernant les divorces, plutôt que de rendre obligatoire la garde alternée, vous souhaiteriez favoriser l'accord à l'amiable. Aujourd'hui, il n'y a que 250 médiateurs équivalent temps plein en France. Est-ce que ce serait vraiment suffisant ?
Il y a deux choses différentes dans votre question. À partir du moment où l'on estime que c'est d'abord la médiation qui doit prévaloir dans les cas de séparation, mais une médiation peut-être qui n'est pas simplement fondée sur le volontariat, parce qu'on voit bien que ça ne donne pas beaucoup d'effets, mais plutôt sur le caractère fortement incitatif ou obligatoire, ça veut dire aussi qu'on fait évoluer le métier de médiateur, donc on renforce la formation professionnelle, qu'on en développe le nombre. Mais vous savez, là aussi, c'est un changement de culture. C'est-à-dire, on passe d'une France qui résout souvent ses problèmes par le conflit. Alors c'est vrai, on peut en parler socialement, mais on voit bien que, y compris dans des choses beaucoup plus de l'ordre de l'intime, c'est aussi une façon de régler. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? On va voir tout de suite le juge. Est-ce que c'est le juge, honnêtement, qui est le mieux placé, et le souhaite-t-il lui-même, pour régler des différends qui sont des différends intimes, de couples, familiaux, où quelquefois on oublie l'intérêt aussi des enfants. Le médiateur, comme ça se fait par exemple au Québec, eh bien est là pour intervenir et dire aux parents vous avez intérêt à concevoir ensemble, et je vais vous y aider, un contrat de coparentalité. C'est ça qui fait qu'on choisit la garde alternée ou d'autres modes de garde, parce que les vies, chaque histoire est singulière, chaque séparation est singulière, et c'est très intéressant de voir les pères qui, au fond, voudraient qu'on substitue un système à un autre, alors que le système actuel ne fonctionne pas bien. Ils pensent que c'est la simple substitution d'un autre système qui permettrait de résoudre. Eh bien, moi, je dis non. C'est la médiation. Hier soir, je suis allée voir un film, La bataille de Solferino. C'est terrible, terrible, où on voit un couple qui se déchire. On a envie de leur dire, mais s'il y avait eu une vraie médiation, ça éviterait tellement de violence, tellement de rancœur, tellement de haine, et peut-être beaucoup d'apaisement pour les enfants. Dominique Bertinotti, après le projet de Mariage pour tous, c'était la PMA, la procréation médicalement assistée, qui devait voir le jour. C'était une promesse de François Hollande. Finalement, le projet n'aura pas lieu, ou il est encore reporté ? Ce que je peux dire, c'est que le calendrier de la loi famille et le calendrier de la PMA ne sont pas les mêmes. Nous allons tenter de présenter un projet de loi d'ici la fin d'ici la fin de l'année 2013. Pour ce qui concerne la procréation médicalement assistée, le président s'est engagé à attendre l'avis du comité consultatif national d'éthique. Le président de ce comité a dit que ce serait pour mars-avril, qu'ensuite il tiendrait des états généraux de bioéthique. Donc vous voyez que il faut en plus aborder ces questions de PMA, qui sont des questions importantes, dans un climat de sérénité, et nous n'avons pas besoin de la précipitation pour aborder cette question. Relégué donc après les européennes. C'est pas une question là liée aux élections. Je pense que, d'abord parce que je voudrais dire que la réflexion sur la procréation médicalement assistée, elle va bien au-delà simplement de la question de l'ouverture aux couples de même sexe. C'est aussi s'interroger sur le bilan d'un véritable plan PMA, puisqu'aujourd'hui il y a 1500 enfants qui naissent par PMA, savoir comment fonctionnent les sécos, est-ce qu'il y a un traitement égalitaire des demandes, et sur quelle base, sur quels critères. Donc on voit bien que la réflexion est bien plus large qu'une mesure qui pourrait être une mesure uniquement catégorielle. Dominique Bertinotti, une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Jeudi dernier, on a entendu partout que les ministres devront dorénavant demander une autorisation à Jean-Marc Ayrault avant de pouvoir s'exprimer dans les médias. Est-ce que vous avez demandé votre autorisation à Matignon avant de venir sur Sud Radio ? Mais je vais vous dire, pour moi, ça ne change rien. Parce que nous avons, et c'est normal, nous avons toujours informé très clairement le Matignon des interviews variées et diverses, radio, télé ou écrites. Donc, pour moi, ça ne changera pas grand-chose. En même temps, c'est une règle qui existait déjà depuis bien longtemps. Enfin, du moins sous le gouvernement Fillon, il y avait cette règle, mais très peu de ministres la respectaient.
Merci Dominique Bertinotti d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce brunch politique sur Sud Radio. Merci à vous. Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin. Et c'est déjà la fin du brunch politique. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à David Xavier Weiss ainsi qu'à notre réalisateur Guillaume Saint-Georges. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, profitez de votre week-end sur Sud Radio. Tout de suite, Frédéric Jarraud. Le brunch politique Sud Radio, Louis Morin.